Bonsoir, bienvenue à cette rencontre de Suisse Medculture. Ce soir, nous avons rendez-vous avec le Valais. Le Valais dans ce qu'il a de meilleur, de plus authentique, de plus leader. Vous connaissez tous Marius Robir, je n'ai pas besoin de vous le présenter. Patrouille des glaciers, Coupe du Monde, ski à Crans-Montana. Son nom est lié à toutes ces manifestations, à tous ces événements. Et pour dialoguer avec lui, un autre Valaisan, Romain Clivat, du Temps. Les deux représentent ce Valais authentique, généreux. À propos de générosité, j'aimerais vous dire que Marius, spontanément, a dit « Le verre de l'amitié sans raclette, ça va pas. Donc, on va offrir une raclette. Donc, le terroir nous offrira une raclette. » Voilà le caractère de Marius. J'ai pas à dire plus. Sans plus attendre, je laisse la parole à nos deux amis. Merci François. Alors c'est un défi d'introduire Marius Robir, donc je vais le faire assez simplement. Marius Robir fait partie de ces personnes qui ont le privilège de ne pas avoir besoin de nom de famille. C'est-à-dire qu'ici, si vous dites Marius, à Crans-Montana, on sait que c'est Marius Robir. Donc c'est quand vous passez au stade quasiment de l'institution, où que ce soit, quand on n'a qu'un prénom. Et je me suis dit, comment présenter Marius Robir? Et on a échangé en amont et on s'est dit, on va peut-être prendre une approche plutôt chronologique, en partant des différentes étapes importantes, l'enseignement, l'engagement militaire, l'engagement à la patrouille des glaciers, qui est un engagement militaire mais aussi sportif, et puis ensuite le ski, comme je l'ai dit avant, c'est la patrouille, c'est le ski qui monte, et puis le ski alpin, c'est la dernière phase, c'était le ski qui descendait d'une certaine manière dans cet engagement. Mais j'aimerais d'abord, pour vraiment crever tous les abcès d'entrée, parler du principal échec de Marius Robir. Ça a été mon prof de gym. Voilà. Donc voilà, il va peut-être nous expliquer les raisons de ce qu'on peut considérer comme un échec. Mais Marius, justement, partons de l'école, justement, cette première étape professionnelle importante, c'est une forme de vocation. Comment est-ce qu'on doit s'imaginer Marius Robir, régent, comme on disait à l'époque, ou pas quand vous avez commencé, régent et enseignant, comment est-ce qu'il était? Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord, je suis très honoré, très flatté d'être là parmi vous ce soir. Et je me réjouis parce que je vois des officiers dans la salle, des camarades, je vois des enseignantes et enseignants du centre scolaire, je vois des patrouilleurs qui ont effectué la patrouille des glaciers, et chacun et chacune, je vois aussi des responsables des Coupes du Monde. Chacune et chacun, vous avez joué un rôle déterminant et je me réjouis de partager avec vous ces quelques minutes à travers mon parcours. Tout d'abord, au niveau de l'école, vous avez bien fait d'anticiper en disant que vous étiez venu au cours de gym avec moi. C'est vrai qu'il y a des souvenirs que je ne les relaterai pas ici ce soir, qui ne sont pas très flatteurs, mais quand même... Au niveau de l'engagement. Une très très grande souplesse, je m'en souviens. Voilà, ça c'était le maître mot. Non. Marius Robir, enseignant, d'abord j'ai enseigné pendant 41 ans ici au centre scolaire. Des années absolument merveilleuses. J'ai commencé l'enseignement à l'école primaire avec ceux qui sont ici, avec Marius Robir, le vieux, comme on disait à l'époque, et Édouard Clivat et quelques autres enseignants. C'était vraiment absolument des années remarquables où les maîtres mots, je dirais, c'était la passion et la réussite des élèves. On m'a toujours dit que j'étais dur mais juste et ça m'a plu. Effectivement, j'avais un tempérament militaire, et à l'école j'appliquais un peu les principes, en tout cas à l'armée, c'était, je veux dire à la gym, en tout cas c'était clair. Est-ce que c'était à la gym, J'ai essayé d'appliquer ces principes-là. J'ai toujours essayé, quand j'étais enseignant,
de donner du plaisir aux élèves. Pour moi, je pense que le maître mot, il faut que l'élève vienne à l'école avec du plaisir. Si le matin, il a de la peine à franchir la porte du centre scolaire, je crois qu'on n'a pas bien réussi. Et sous cet angle-là, l'élève doit sentir que l'enseignant aime l'élève, aime les élèves. Et si vous arrivez à faire passer ce message-là, je peux vous dire que vous obtenez des résultats absolument remarquables et vous avez un plaisir de travailler avec cette jeunesse qui est formidable à une condition, c'est qu'on l'encadre correctement et qu'ils se sentent aimés. J'aimerais dire encore une toute petite chose. Tu me laisseras, ou me laisserez parler parce qu'on a décidé de se vous voyez, donc voilà, ça va être dur, mais c'est comme ça. C'est un doigt à lever. Aujourd'hui, pour moi, le plus grand plaisir, c'est, j'ai eu quasiment tous les jeunes de la station, c'est quand un élève change de trottoir, j'ai immédiatement des souvenirs fabuleux, je l'ai secoué, je l'ai sonné, j'ai pas toujours été tendre avec lui, mais il traverse le trottoir, il vient, il me dit « Monsieur, bravo pour ce que vous m'avez apporté. Bravo pour la discipline, la rigueur que vous m'avez apporté. » Et ça, je suis un peu fier, effectivement, de ces 41 ans. Et j'ai essayé de transmettre ça à tous mes élèves. Avant d'évoquer la question de l'école aujourd'hui, hein, vous disiez les jeunes fabuleux, j'ai quand même une dernière question sur l'époque. J'ai jamais compris l'élément pédagogique, mais maintenant je le comprends. Vous faisiez une chose assez extraordinaire, Marius Robir vous provoquait en fait. C'est-à-dire qu'il arrivait, il disait maintenant on joue au volley, je vous prends à 5, je joue seul. Et il gagnait pas toujours, mais il gagnait régulièrement quand même. Alors il mettait quand même un peu de force, mais il nous défiait, donc il nous provoquait en fin de cours, il disait bon les gars maintenant 5 garçons, filles c'est égal. Quel était le but de l'exercice qu'on avait juste envie de vous tuer en fait? Bon, la seule petite chose qui n'est pas juste dans ce que vous venez de dire, j'ai toujours gagné. Là, vous avez dit que c'était facile, hein. Ouais. Seul, comme j'étais brillant seul au volley, en face, surtout modeste. En face, j'avais des élèves moyennement modestes, donc je gagnais. Non, ceci, pour moi, j'ai toujours essayé de revaloriser les jeunes par le biais du sport, de les mettre en valeur, et je m'impliquais aussi. Et l'élève sent tout de suite si le maître est impliqué. Cette relation élève-maître joue un rôle déterminant. Et pour moi, c'était fondamental. Et c'est vrai qu'après le repas de midi, on allait à la salle de gym, on s'amusait comme des gamins, et on avait un plaisir qui est fou. Et je ressentais ça au niveau des jeunes. Et pour moi, c'était une réussite. J'ai obtenu, grâce à cette manière de faire, je crois, des résultats fabuleux. Marius Robir, sur la question de l'enseignement, on entend parfois dire « Ah, tout fout le camp, il n'y a plus de jeunesse, et en plus il y a la technologie, c'est tous un peu des dépendants des écrans, tout ça. » Vous avez l'impression que ça va moins bien? Alors, difficile à dire si ça va moins bien ou pas. Il y a une chose qui est certaine, c'est que aujourd'hui, il y a deux grandes différences par rapport à ma période. C'est que aujourd'hui, l'enseignant n'a plus, comme autrefois, au moins le soutien des parents. L'enfant est roi, l'enfant rentre à la maison, il a toujours raison, les parents ne jamais feront des éloges au niveau des enseignants, c'est toujours l'enseignant qui a tort, et ça je trouve que c'est un problème qui est difficile. Et je dis les enseignants, je généralise pas tout le monde, mais c'est un petit peu le sentiment que j'ai quand je rencontre des parents et qu'on me critique les enseignants, là j'apprécie pas beaucoup. Moi d'abord on doit se remettre en question et ensuite le parent doit être là pour aider l'enfant. Ça c'est la première grande différence de notre temps. On appelait un parent, les parents venaient. Et puis je peux vous dire que les choses allaient nettement mieux. Ça, c'est la grande différence. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, c'est pas un retour de balancier quand même? Enfin, je vois, j'ai fait l'internat de Saint-Maurice au milieu des années 90. C'était très strict, on se levait à 6 h du matin, c'était très réglé. Est-ce que c'est pas un petit retour de balancier et on va se retrouver un peu au milieu dans quelque chose aussi peut-être de plus participatif dans l'enseignement, dans les échanges,
moins hiérarchisé, c'est pas une bonne chose. Oui, mais peut-être, mais quand je vois ce que vous êtes venu, même en vous levant 0600 le matin, donc les résultats étaient brillants. Donc ça, il y a c'est un bon résultat en fait. Il n'y a pas de problème. Oh, pour être journaliste, autant, il ne faut pas être de droite, mais ça c'est un autre problème. Voilà. Bon, je peux vous fournir mon CV. Ah non. Ceci étant dit, pour moi la grande différence c'est ça. Je ne sais pas si les enseignants ici dans la salle partageront mon point de vue. Moi je comptais beaucoup sur l'appui des parents. On devait travailler main dans la main avec les parents pour mettre en valeur l'élève. Puis la deuxième grande différence, qui me gêne beaucoup aujourd'hui, je passe devant le centre scolaire, à peine les élèves sortis du centre scolaire, ils sont tous avec leur Natel, en train de regarder, de se téléphoner avec le copain qui est 100 mètres plus loin. Je trouve que là on a été trop loin. On doit arriver, je ne sais plus quel canton, a pris la décision maintenant d'interdire aux jeunes d'avoir des Natel. Je trouve que c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, l'élève est perturbé par les moyens audiovisuels. Et essayez de regarder les élèves le soir, les jeunes, mais quand je dis les jeunes, même à 12, 13 ans, jusqu'à minuit, ils sont devant leur écran. Et après, on a un manque de sommeil, on a la fatigue le lendemain, l'élève n'est plus concentré, et on n'a plus les bons résultats. Pour moi, les deux grandes différences par rapport à mon époque, qui était une époque extraordinaire, ce sont naturellement cette collaboration avec les parents et les moyens, je dirais, Natel et autres. Et ça, c'est un problème que les autorités doivent prendre en charge maintenant pour le bien, l'éducation des élèves. En même temps, pour conclure, les enfants sont probablement plus cultivés maintenant qu'avant. Ils ont accès à beaucoup plus de choses, beaucoup plus vite. C'est aussi, ils ont peut-être vu beaucoup plus de films que nous à l'époque parce qu'ils ont accès à beaucoup de choses. Ça, absolument. Alors absolument, moi je m'en souviens, la grille horaire à l'école chez nous c'était facile. Le matin c'était jusqu'à 10h les maths, de 10h à 11h30 le français, et l'après-midi c'était géographie, histoire, parce qu'il y avait des examens. Donc c'est vrai qu'on avait des résultats brillants, parce qu'aujourd'hui il y a une ouverture d'esprit. J'ai pas pris la positivité, mais je prends l'aspect que je vois aujourd'hui. Et j'ai mal au cœur quand je vois ces jeunes, tous à la sortie de l'école, en train de se téléphoner avec le copain, la copine qui viennent de se quitter. Là, on doit faire quelque chose. Je n'ai pas la solution, mais je pense que là, on doit faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Puis tout à coup, je rencontre des élèves, j'ai du plaisir de discuter. Je dis, tu as été au lit à quelle heure? À 23h, c'est pas possible. Le gamin doit aller beaucoup plus tôt au lit, doit être en forme le lendemain. Voilà, ça c'est un peu la grande différence. Par contre, je dois dire qu'à l'époque, on avait une jeunesse qui était absolument fabuleuse. On l'a de nouveau aujourd'hui, cette jeunesse. Donc, la jeunesse n'a pas changé. C'est ce temps, je dirais, consacré à ces moyens audiovisuels qui, pour moi, est beaucoup trop important. Et n'oubliez pas encore une chose, c'est qu'il y a un manque de motivation scolaire. L'élève est fatigué, manque de motivation scolaire, la fatigue, c'est pas du positif pour l'élève. Cet élément de motivation, vous l'avez aussi expérimenté dans la phase suivante pour les jeunes. Hein. Vous avez eu les jeunes à l'école et puis les jeunes à l'armée. L'armée, c'est l'autre, peut-être le grand engagement de votre vie, en tout cas en termes de durée. On rentrera peut-être ensuite sur les décisions sur l'armée, mais vous avez fait combien de jours de service? Parce que vous êtes brigadier, donc c'est général 1 étoile, c'est le plus grand grade pour les miliciens, c'est juste? Absolument. Combien de jours? Alors, avant de vous dire les jours, c'est moi qui prends la parole maintenant, d'accord? C'est moi qui la donne. C'est moi qui la donne. Non, juste ceci, j'ai fait effectivement 4200 jours de service militaire. Si je transforme ça en année, ça fait après, pour être précis, 4265 jours. J'ai mon livret de service, j'additionne les jours chaque fois. Je transforme, ça fait à peu près 13-14 ans d'armée. Je déduis ça de mes 54 ans de mariage, ça me ramène à 40 ans, je suis un jeune marié, donc ça va très bien sous cet angle-là. L'armée m'a beaucoup apporté, m'a énormément apporté, et j'ai eu une chance extraordinaire.
à l'école de recrues, je suis tombé sur un chef de section qui était une personne fabuleuse, qui m'a appris le commandement, qui m'a donné du plaisir d'aller à l'armée. Et aujourd'hui, s'il y a beaucoup de jeunes qui ne gradent pas, je pense que la faute vient aussi des cadres, qui n'arrivent pas à motiver les jeunes, qui n'arrivent pas à donner des ordres clairs et précis. Mais de mon côté, j'ai eu la chance fabuleuse de pouvoir faire ce service d'avancement dans les troupes de montagne. J'ai eu la chance de commander le régiment valaisan, régiment 6 valaisan, 3600, 4000 militaires. C'est un régiment extraordinaire où tout le canton du Valais était représenté. J'ai eu la chance, comme d'ailleurs le brigadier Pau qui est dans cette salle, de commander la brigade de Forteresse 10, 15 000, 12, 15, 20 000 hommes, mission de défendre l'entrée du goulet de Saint-Maurice. C'était pour un milicien, c'est une chance extraordinaire de pouvoir faire ça. Alors maintenant, j'ai dévié un petit peu. Quelle était votre question? Parce que là, je monopolise. Hein. Mais en fait, en lien avec ça, vous parliez de la motivation. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que moi j'écoute les gens que j'interroge, vous avez remarqué, hein? Oui. Vous avez remarqué ça? Oh, bah, ça veut dire quoi? J'écoute, ça veut dire que j'écoute. Donc plus sérieusement, Marius Robir, la motivation c'est un élément important quand on est à l'armée. Et il y a eu des années, effectivement, dans les années 90, où on ne voyait pas trop la menace. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on se trouve, surtout l'incertitude qu'il y a, est-ce que vous pensez que la cote du service militaire chez les jeunes, chez les hommes ou chez les femmes va augmenter? C'est un espoir, on ne peut pas dire que c'est l'espoir d'une crise, mais quand même, en termes militaires, peut-être que ça va remotiver des gens. Alors, il faut dire une petite chose, jusqu'à cette année, ou il y a quelques années, l'armée suisse marchait très bien. Elle fonctionnait très bien. On n'avait pas cette menace qu'on voit actuelle aujourd'hui. Les seules menaces, c'était le terrorisme, c'était la cyberattaque. Et aujourd'hui, depuis la guerre en Ukraine, ça a complètement changé. Je dois quand même dire que l'armée suisse aujourd'hui, avec les moyens qu'on a eus, marche très bien. Mais, avec la nouvelle situation, je pense qu'il y a de gros problèmes et on doit réagir très très rapidement. Donc on n'arrive pas à se défendre aujourd'hui pour vous? Aujourd'hui, il faut être honnête, si on devait revenir dans une guerre conventionnelle comme on l'a eue à l'époque, quand on faisait nos exercices, il y avait toujours l'ennemi rouge qui arrivait dans certains pays, c'était les grandes flèches, on devait se défendre, se préparer. Heureusement que la presse ne voyait pas toutes ces flèches en disant « qu'est-ce que vous faites ?» Depuis là, on est venu à d'autres activités, plus à cette défense traditionnelle. Aujourd'hui, on doit redevenir, d'ailleurs le budget a été augmenté, on doit acheter du nouveau matériel. Aujourd'hui, il faut être clair qu'on n'a plus le matériel adéquat pour défendre la Suisse correctement. On n'a plus le personnel. Aujourd'hui, il y a 20 000 recrues qui rentrent par année, mais c'est totalement insuffisant. Donc, j'espère simplement qu'on va reprendre en main cette situation, qu'on va augmenter l'achat du matériel, des infrastructures, et puis les places d'instruction. Les places d'instruction, on doit aller à l'étranger pour faire de l'instruction. Les places d'armes, même les casernes, toutes ces infrastructures qu'on a plus. Voilà, donc aujourd'hui on est obligé de revenir. L'Europe est dans la même situation, il n'y a pas que la Suisse. Malheureusement, moi j'ai toujours mal au cœur parce que j'ai fait beaucoup de services militaires dans les ports de Saint-Maurice, d'Ailly, on les a abandonnés complètement. Je me disais toujours, mais c'est pas possible, on les abandonne. Et aujourd'hui, on aurait peut-être bien besoin. Donc, le nouveau chef du département va peut-être en parler. Le nouveau chef du département aura un rôle prioritaire et de faire en sorte, dans un délai relativement court, de remettre sur pied une armée suisse qui est capable d'intervenir, qui est capable de défendre notre pays comme on l'a toujours, avec les moyens que l'on a. Aujourd'hui, on attend ces avions américains, ils viendront quand? On attend le drone, il faut que ce matériel arrive, le matériel des soldats, ensuite l'école de recrues,
plus personne ne veut faire l'école de recrue. On essaye de trouver les moyens, n'importe quel moyen pour pas faire l'école de recrue. Donc on doit corriger tout ceci. Le nouveau chef du département a un gros travail de ce côté-là. J'espère aussi, parce que on a beaucoup critiqué Madame Amert. Hein. Moi je vous dis que Madame Amert a fait du bon travail à Berne. Malheureusement, politiquement, il y avait une aile qui essayait de lui dire non, il ne faut plus d'armée, l'autre, il faut de l'armée, au milieu, il faut acheter du matériel. Elle a été prise entre deux feux. Je ne dis pas qu'elle a bien géré son département, mais elle a bien conduit, je dirais, l'armée au niveau troupes. Avant d'évoquer le chef du département, on sait depuis aujourd'hui que ce sera Martin Pfister, donc le nouvel élu de Zougoua. Sur la question des dépenses, je vous entends bien, hein, vous dites il faut acheter, 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 acheter. Ça c'est un réflexe qui est très courant à Berne, notamment dans l'administration fédérale, que j'ai pratiqué assez longtemps. Je vois bien acheter, acheter, acheter. Le problème c'est que pendant quelques années, maintenant, l'armée a acheté, 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 mais elle a mal acheté. Elle a acheté un drone qui ne vole pas, qui a froid. Elle a des projets... C'est la réalité, hein. Il doit voler qu'un hélicoptère en parallèle, semble-t-il, donc c'est quand même très compliqué. On a du matériel qui a été mal acheté. Le F-35, j'ai l'impression que c'est une polémique un peu, on va voir concrètement, mais d'autres choses, des projets cyber, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là, du côté de l'institution militaire, un examen de conscience à faire et un petit peu de rigueur à prendre du côté des finances? Alors, je partage absolument votre point de vue. Je pense qu'on devait donner un défaut à Mme Amert, c'est l'application de la règle des 3 C. Commander, contrôler, corriger. Alors, commander, je pense qu'elle a commandé. Contrôler, je pense que là, elle n'a pas suffisamment contrôlé. Et vous savez, dès que vous ne contrôlez pas, vous savez mieux que moi qu'il y avait des responsabilités, ça part dans tous les sens, dans toutes les directions, et vous n'obtenez plus les objectifs que vous êtes fixés. Et corriger. Donc ça, c'est un élément qui est très très important. Sa faute, Marius Robir, c'est pas plutôt les gradés eux-mêmes qui doivent avoir ces réflexes. Elle ne peut pas tout contrôler comme chef politique. Non, mais elle doit donner des ordres en fonction. Ouais. Donc elle donne des ordres en fonction. C'est pas elle qui va contrôler directement, savoir si la place d'armes est opérationnelle ou pas. Mais elle doit donner des ordres pour que ça se fasse comme le département souhaite, comme elle souhaite mener à bien cette armée. Sur le nouveau chef, vous avez évoqué les différents défis. Si vous étiez chef du département, si on vous consultait, ce serait un bon mandat, hein, ça, je pense que ça paye assez bien. Qu'est-ce que vous feriez comme première mesure d'attractivité pour donner envie aux gens de faire du service? Qu'est-ce que vous prendriez comme première mesure pour dire maintenant il faut, parce que la conscription elle devient un peu, c'est presque une fiction gentiment, hein. On connaît pas de jeunes, on connaît très peu de jeunes qui font l'armée aujourd'hui en fait. Qu'est-ce que vous feriez pour dire venez? Bon, alors la première des choses, bon, je peux pas dire si j'étais chef de département. Je suis pas arrivé président de la commune de Cherminon, je peux pas être... Non mais... voilà. Mais il vous consulte, il vous appelle, il fait... Monsieur Marius... Chef du département, moi, il y a 3 actions. La première, le nouveau chef du département doit absolument et très rapidement rétablir la confiance au sein du département. J'ai beaucoup de contacts avec du personnel qui travaille à Berne, dans le département. Aujourd'hui, la confiance a totalement disparu. Ils ne croient plus à la crédibilité de l'armée. Ça, c'est le premier rôle. Et comme il est officier, j'espère qu'il arrivera à réussir. Rétablir, la première des choses pour moi, c'est rétablir la confiance. La deuxième des choses, il doit nommer très rapidement le nouveau chef de l'armée et le chef du renseignement. J'arrive pas à comprendre qu'on dise que le chef de l'armée reste encore une année ou une année et demie, la crédibilité est où? Alors qu'il reste 1 mois, 2 mois pour mettre en route son successeur, je veux bien, mais pas une année et demie pour absolument réfléchir. Quelle est la crédibilité que l'on donne à l'étranger? Le nouveau chef du renseignement est aussi très important, et le chef du renseignement, je suis fier, parce que c'était mon élève, Christian Ducet, qui était mon élève, qui était chef du département. Il a démissionné aussi. C'est un petit peu cette confiance au sein du département qu'il faut rétablir. Pourquoi on laisse faire ça? Pourquoi on laisse cette espèce de flottement? Alors, aucune idée. Et j'aimerais une fois rencontrer Madame Amert pour lui dire, mais pourquoi on laisse ce flottement? J'arrive pas à comprendre.
et puis après on doit les payer. Alors là je regarde finance, et je peux vous dire qu'un chef de l'armée a un joli petit salaire, donc comme le chef du renseignement. Là, à mon avis, on doit donner un délai d'1 mois, puis de dire maintenant, voilà, on nomme le remplacement. Pour moi, ce sont ces activités que le nouveau chef du département doit faire. Puis maintenant, au niveau de la jeunesse, je crois qu'il y a un problème d'information qui doit passer auprès des jeunes. L'information n'est pas assez importante. On a encore une image qui est pas bonne de l'armée, ce qui est faux. Donc cette information doit être encore plus grande et que les filles soient aussi intégrées là-dedans, viennent à la journée d'information, aucune obligation, mais que les filles, moi je connais des chefs de section, des officiers dames, elles sont brillantes dans le commandement. Donc on doit laisser aussi ouvrir la possibilité à ces gens-là de faire du service militaire. Mais je pense aussi qu'avec la nouvelle situation géopolitique, je pense que ça va changer. Marius Robir, la patrouille suisse va être supprimée. Il paraît qu'on ne trouve pas, on ne peut pas garder ces millions pour cette sorte d'ambassadrice quand même de l'armée. La patrouille des glaciers est aussi une patrouille qui est une sorte d'ambassadrice aussi de l'armée. Quand vous voyez que la patrouille suisse va être supprimée, est-ce que vous craignez, malgré les contrats signés, qui viennent d'être signés, que la patrouille des glaciers soit aussi un jour remise en cause? Est-ce qu'elle ne devrait pas maintenant se construire autour d'un engagement plus privé pour continuer d'exister? Alors, personnellement, je regrette beaucoup que la patrouille suisse disparaisse. Je trouve que pour notre armée, c'était une image extraordinaire qu'on donnait à l'étranger. Ici, on a le PC-7 lors des Coupes du Monde, brillante démonstration, où les pilotes doivent automatiquement s'entraîner, alors qu'ils s'entraînent ici ou qu'ils s'entraînent à Zurich. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de venir ici, et dommage pour la patrouille suisse. Pour la patrouille des glaciers, peut-être juste avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même juste vous rappeler une petite partie historique de la patrouille des glaciers. La patrouille des glaciers, pour moi, c'est la plus belle course au monde. Elle est extraordinaire, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Vous devez savoir que la première fois qu'on a parlé de la patrouille des glaciers, c'était en 1943. On a dit on doit préparer maintenant nos soldats, nos militaires, à faire un exercice hors norme en montagne. Un exercice qui rallie Zermatt, Arolla à Verviers. 43, première course, 9 patrouilles au départ. 44, deuxième course, 12 patrouilles au départ. C'était tellement froid, les patrouilleurs se sont cachés dans les igloos. 1945, elle a été annulée par le département militaire fédéral parce que c'était la fin de la guerre. 1949, on reprend. Malheureusement, en 1949, moins 40 degrés à Tête Blanche, 3 morts disparus à Tête Blanche, et à ce moment-là, un grand tollé dans les médias. Le temps n'existait encore pas. Non. Donc, le Nouvelliste, pense déjà. Le Nouvelliste existait toujours. C'était déjà un service de presse. Dans les médias, gros problème, le département militaire interdit l'organisation de la course en 1949. On l'a reprise en 1984. J'ai eu une chance extraordinaire parce qu'on est venu me demander si je voulais être l'adjoint du commandant de la patrouille des glaciers. J'avais entendu parler, mais je n'avais pas grande idée. Et là, j'ai dit oui, et je dois dire que depuis là, pour moi, c'était le coup de foudre pour organiser cette patrouille des glaciers. Et 84, c'était fabuleux. 86, on a appelé ça l'année des glaçons. On a eu 101 cas de gelure. Mais c'était vraiment fabuleux sur ce parcours Zermatt, Arolla, Verviers, 100 km, 50 km sur la carte, 100 km effort. Et puis aujourd'hui, vous connaissez le succès de la patrouille des glaciers. Alors, pour répondre à votre question, Romain, on a parlé de la patrouille des glaciers, de la disparition de la patrouille des glaciers. Je suis très content que le canton du Valais vient de signer avec le département militaire, comme quoi, en tout cas, jusqu'en 2034, la patrouille aura lieu, mais c'est clair qu'il y a eu quelques petits problèmes à la patrouille des glaciers,
Et aujourd'hui, il faut permettre de maintenir cette patrouille des glaciers. C'est un exercice où l'effort est extraordinaire, l'accorder à 3, en montagne, de nuit. Vous voulez quoi de mieux? Solidarité. C'est pas tellement pendant la course que c'est extraordinaire, c'est pendant toute cette période d'entraînement. Moi, je m'en souviens, quand on a fait la patrouille des glaciers, j'avais fait 100 000 mètres de dénivelé avant d'aller à la patrouille des glaciers. On s'était entraîné de nuit, on avait tombé, encordé. Je peux vous dire, ce qui est de nuit, c'est bien, mais quand vous avez la corde, c'est encore autre chose. Donc, c'est tout ceci qui fait que c'est un événement qu'on doit absolument le maintenir. Et par contre, il y a quelques correctifs qu'il faut apporter. Quand je vous entends, je vois bien l'élément exercice militaire, l'effort en groupe. J'ai quand même l'impression de ne pas voir le même spectacle ou la même compétition. Aujourd'hui, j'ai l'impression de voir des gens qui sont quasiment habillés comme sur le quai Gustave Adolphe à Genève, qui sont dans la performance pure, qui ont des habits... ils doivent être plus légers que protecteurs, manifestement, ça y ressemble, et on voit cette rosa blanche avec une sorte de bouchon, comme on l'a devant le Colisée à Rome ou l'Alhambra à Grenade, et vous n'avez pas l'impression que là ça a pris des dimensions quand même, on n'est plus tellement dans la montagne, on est un peu dans le sport loisir, sport de performance, loisir, ça ne vous inquiète pas ça? Alors tout à fait d'accord avec vous, ça m'inquiète, je pense qu'on n'est pas dans la bonne direction. C'est pour l'argent que ça se passe comme ça? À l'époque, vous devez avoir un équipement de montagne. Vous devez avoir un matériel qui vous permettait de skier dans des conditions difficiles, avec des skis relativement larges, avec la corde pour en cas d'accident. Vous deviez connaître la montagne, vous deviez être prêt à intervenir en cas d'accident. Et aujourd'hui, c'est vrai. Malheureusement, vous êtes autour d'une table, si vous êtes 3 sportifs, vous dites on fait la patrouille des glaciers. Parce qu'on veut tous accrocher la patrouille des glaciers à son agenda, puis dire voilà, c'est la patrouille des glaciers. Aujourd'hui, on doit corriger. Aujourd'hui, la patrouille des glaciers doit être faite par des montagnards qui connaissent la montagne, hommes, femmes, militaires, étrangers ou civils. Mais comment on les certifie? Comment on sait? On fait un examen? Alors, comment on sait? On l'avait fait. Je vais vous dire qu'on l'avait fait. On a fait passer des tests à une époque où on avait trop de patrouilleurs. On avait plus de patrouilleurs refusés qu'acceptés, 4200 patrouilleurs. On demande simplement, vous vous encordez, vous skiez de nuit, vous êtes capable d'aller en montagne, vous êtes avec un guide ou pas. Aujourd'hui, ça me gêne. Deuxième aspect, à l'époque, on s'en foutait, entre guillemets, du résultat. Aujourd'hui, c'est devenu de la compétition. Aujourd'hui, ce qui m'embête, tout ce qui est alpinisme, c'est que si je monte à Belle-et-Lui, la première des choses, quand je rencontre quelqu'un, me dit « T'as mis combien ?» On ne te dit pas « Est-ce que c'était beau ? Comment les traces ?» T'as mis combien? Tout est basé sur la compétition. À un moment donné, la dernière année, quand je commandais la patrouille, je voulais presque dire « On ne fait plus de classement. » On donne le temps, mais on ne fait plus de classement. Vous connaissez, vous n'allez pas me faire croire que vous ne vous chronométrez pas. Je ne dis pas que... Si on passe au vote... C'est vrai, mais pour moi, je me chronomètre pour moi, pas pour... vous n'en parlez jamais aux copains à l'apéro si tout d'un coup vous éclatez le temps. Ouais, là je serais menteur si je disais le contraire. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais c'est vrai, je ne dis pas que je suis meilleur que les autres, je ne dis pas que je suis mieux que les autres. Moi, je trouve que la patrouille doit revenir au montagnard, celui qui connaît la montagne. C'est un exercice qui est totalement différent, qui est un exercice qui est fabuleux. On doit être capable, si quelqu'un tombe dans une crevasse, comme en 1949. En 1949, on a retrouvé les 3 patrouilleurs dans une crevasse grâce à un petit morceau de bois d'un ski, après 10 jours. Et aujourd'hui, on doit être capable de dire aux montagnards, est-ce que tu es capable d'aller chercher ce patrouilleur qui est là-bas? Ça, c'est la priorité numéro 1. Et la patrouille des glaciers, aujourd'hui, on dit qu'il faut venir à 2. Ça, c'est la pire des choses. La patrouille des glaciers doit rester une course à 3. Un va chercher s'il y a un accident, un va chercher du secours, un reste à côté du patrouilleur blessé. 3. Ça, c'est la vraie patrouille. Aujourd'hui, on est en train de dévier. Il reçoit pas mal de courriers de ma part à ce sujet. Ils vont dire, le vieux ringard, il est toujours là, mais ça ne m'embête pas parce que j'y crois, donc voilà. Et puis ces images quand même, hein, quand on aime la montagne, on n'est pas forcément tous guides de montagne, mais quand on a un attachement à la montagne, il y a aussi cette tranquillité, ça fait partie de la montagne. Pas d'être seul, mais au moins que ce ne soit pas une espèce
de cohue comme ça, et aujourd'hui on voit tout est filmé, tout est ultra sécurisé, et en plus il y a cette espèce de cohue. Est-ce qu'il y a encore cet esprit ou pas? C'est moi qui fais le ringard là, je vous pose la question comme ringard, je me dis mais est-ce que là on y est encore, ou on n'est plus du tout dans cet exercice? On peut rattraper encore le coup? Non, on peut rattraper le coup. On peut rattraper le coup, mais aujourd'hui, on est en train de perdre l'esprit que vous venez de dire. Et ça, on doit le corriger, en tout cas pour une course comme la patrouille. Si vous faites maintenant la Maya, il n'y a aucun risque, il n'y a pas de problème. Mais la patrouille des glaciers, il y a beaucoup trop de risques. Vous montez le mur du Steki, à gauche, vous avez une crevasse, à droite, vous avez une crevasse. Au sommet de Tête Blanche, il fait moins de 35 degrés. 5 minutes après, il y a un vent incroyable, il neige, il pleut, il vente. Moi, je m'en souviens que quand on a fait la patrouille, le dernier des concurrents, le vent était tellement fort que le dernier des concurrents est tombé je ne sais pas combien de fois avec la corde. Il a fallu le relever. Donc, c'est ça qu'on doit corriger et puis dire que la patrouille doit revenir à des montagnards. Je sais que tout le monde ne partage pas ce point de vue-là, mais c'était en tout cas l'esprit du départ, l'esprit que nos anciens ont fait, et ça, je pense qu'il faut le maintenir. Dernière petite question sur la patrouille, si on augmente le prix, donc on fait vraiment l'offre et la demande, est-ce que la patrouille pourrait devenir quelque chose de rentable sans l'armée? Moi, je pense très honnêtement que sans l'armée, on ne peut pas organiser la patrouille des glaciers. Il faut être clair. On peut l'organiser, mais d'une toute autre manière. Et je ne pense pas que la patrouille, ça doit être le fleuron de l'armée. On est envié par les armées étrangères, on est envié par les pays européens montagnards. Elle doit rester en main de l'armée. Le jour où l'armée ne veut plus, il faut vraiment se poser la question si on maintient encore la patrouille des glaciers. Simplement vous dire, patrouille des glaciers, maintenant c'est facile, on a les Natel, mais en 84 et 6, il n'y avait pas de Natel. Imaginez-vous la liaison entre Zermatt, Tête Blanche, Arolla, Rosa Blanche, Verbier. Vous voyez les moyens qu'il a fallu installer pour avoir les liaisons. Et vous savez mieux que moi que si vous n'avez pas des liaisons, vous ne conduisez plus la course. Et le jour où vous ne conduisez plus la course, vous allez à la mort, vous allez vers des accidents et vous êtes inconscient. Donc, tous ces moyens-là font que l'armée doit apporter son savoir. Puis on me dit, mais il y a beaucoup d'hélicoptères engagés. Vous devez savoir que les pilotes d'hélicoptères ont l'obligation de faire plus de 100 heures d'entraînement par année. Obligation. Alors moi, j'aime mieux qu'ils viennent faire à la patrouille des glaciers dans un terrain très difficile que de faire entre Payerne et Bullard ou Genève dans un terrain facile. Donc, l'armée joue son rôle, les soldats qui préparent la trace aussi, donc c'est quelque chose de très très positif. Pour moi, je dis encore une fois, c'est vraiment la plus belle course au monde au niveau montagne. Juste si vous permettez encore une petite chose, j'ai suivi dernièrement la télévision, les championnats du monde à Morgin de ski alpinisme. J'ai regardé 3 minutes et j'ai dû arrêter la télévision. C'est plus du ski alpinisme. On est sur une piste, on fait 1000 mètres de montée à plein tube, on tourne autour des piquets et on redescend. Alors, donc c'est Sierzinal l'hiver. Ouais, Sierzinal a beaucoup plus court l'hiver, mais voilà, ça on ne devrait plus appeler ski alpinisme. Pour moi, le ski alpinisme, on sort des pistes, on va dans un terrain fabuleux et on doit apprécier le terrain. Mais bon, ça évolue comme ça, mais la patrouille ne doit pas évoluer dans ce sens-là, et jusqu'à ma mort, je me battrai pour cela. Marius Robur, on va parler d'autres piquets, ceux des courses de Coupe du Monde. Vous avez été le big boss de ces courses de Coupe du Monde pendant de nombreuses années. Cromontane a été une mecque du ski dans les années 80, 87. On a encore eu quelques courses, tout d'un coup ça s'est arrêté et c'est reparti. Cette renaissance, si on doit se souvenir, pourquoi est-ce que les courses sont tout d'un coup disparues, sont revenues? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens et dans la motivation aussi? Moi, je veux dire que 1987, j'ai eu une chance incroyable. J'étais dans 2 commissions, président de 2 commissions, et les championnats du monde étaient présidés par le papa de Romain et Guy Praplan, qui était secrétaire général. C'était des championnats du monde absolument phénoménaux. Vraiment, c'était super.
On a eu le beau temps, on a quasiment dû reporter qu'une seule épreuve, une ambiance incroyable et une équipe suisse qui marchait aussi bien que celle d'aujourd'hui. Et puis, après 1987, tout à coup, on parlait dans le monde entier de Crans-Montana, mais on s'est cru les meilleurs, et puis on a abandonné. On a dit maintenant la renommée de Crans-Montana est faite, on n'a plus besoin. Et puis en 2006, vous voyez le saut 87-2006, quasiment 20 ans après, Jean-Michel Tina, qui était conseiller d'État, vient trouver les présidents de communes et dit « Je veux qu'en Valais, on retrouve une Coupe du Monde de ski ». Et il a dit « La première station, c'est Crans-Montana ». Et les présidents ont dit oui, et m'ont tout de suite appelé, m'ont dit « Est-ce que tu es d'accord de reprendre en charge l'organisation des courses de Coupe du Monde ?» C'est bien, c'est gentil de dire oui. Il a fallu partir à zéro, créer un comité, piste du Mont-Lachaud, 10 millions de travaux pour la remettre au goût du jour, piste nationale tout autant pour la remettre au goût du jour, et à partir de là, je tire un coup de chapeau aux communes et aux cantons, jamais eu aucun problème. Je tire aussi un coup de chapeau à Madame Sangra du VVF qui n'a jamais fait opposition, mais j'avais toujours la trouvé Comment vous avez fait Comment vous avez fait? Parce que le VVF, ça c'est du coriace. Il faut savoir s'y prendre. Hein. Alors dites-nous, voilà. Parce qu'à mon avis, c'était pas comme les cours de gym. Hein. Non, ça marche pas avec eux. C'était beaucoup plus doux que les cours de gym. J'espère pour elle. Non, le problème, et ça j'allais donner un petit conseil, je vous donne un conseil, si vous avez un projet à faire où les arbres sont coupés, parce qu'on a dû élargir la piste, je ne sais pas de combien de mètres, où on devait remodeler le terrain, avant de mettre l'enquête publique, vous allez toujours trouver le BBF, enfin les associations. Moi j'allais toujours chez Madame Sangra, et je lui disais, voilà le projet est là, je ne sors pas d'ici avant que vous m'ayez dit que vous ne faisiez pas opposition. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, corrigez un petit peu ceci. J'ai dit d'accord, on corrige, on fait. Et là, je lui tire un coup de chapeau parce que, honnêtement, avec tous les travaux que l'on a fait, si on avait mis à l'enquête publique avant qu'elle voie le dossier, on serait encore en train maintenant de discuter, savoir si on élargissait ou pas la piste. Sur l'organisation de ce genre d'événements, Marius Robier, vous l'avez évoqué, il y aura les pouvoirs publics, il faut une direction, un comité. Puis il y a une chose qui est essentielle, ce sont les bénévoles. Et puis là aussi, on pourrait se dire, tout fout le camp, il n'y a plus de bénévoles. Est-ce que c'est le cas, ou est-ce qu'on arrive à motiver des gens pour passer des journées entières franchement, à pas se geler les doigts, mais quand même, ou d'autres parties du corps, qu'on ne dira pas ici, et est-ce que les gens, ils ont encore cette motivation pour l'intérêt commun, ou c'est difficile à aller chercher, pour le projet commun plutôt? Alors moi je vais vous dire encore une nouvelle fois, j'ai une chance incroyable, parce qu'en 2006, quand j'ai repris cette organisation, je suis parti de zéro. Je me suis entouré, alors j'ai dit au président, je vous présente le budget et les comptes. Le reste, vous occupez pas, sinon je ne prends pas. Et j'ai une chance incroyable, je me suis entouré des personnes que je voulais. Et là, un petit conseil que je vous donne, c'est vous qui devez choisir les personnes qui viennent travailler avec vous. Puis après, au comité d'organisation, on était 7 personnes, toutes super, apportaient quelque chose à la station. Et au comité d'organisation, on était 90 personnes, des gens motivés, on pouvait les appeler quand on voulait, et ces gens venaient donner un coup de main, puis après les bénévoles, c'était 400 et quelques pour les courses. Alors les bénévoles, il n'y a qu'une seule chose... Comité, vous avez dit le petit comité combien? 7. Ouais, c'est comme le Conseil fédéral en fait. Tout à fait. Et après vous faites un large parlement comme ça, il y a tout le monde qui obéit. Et il y avait des méthodes un peu verticales. C'est très vertical. Très vertical, moi je la conduite pour la conduite verticale, pas l'horizontalité. Ouais, ça c'est pour les 90. Voilà, et n'oubliez jamais une chose, Romain, une mission, un secteur, un chef. Ouais. Dès qu'il y a 2 chefs, il y a un de trop. Ouais. Ça vous devez vous en prendre. Voilà. Je suis aussi convaincu, je suis pas bon démocrate aussi. Les bénévoles, juste pour vous dire une petite chose, je crois qu'il faut respecter les bénévoles. Il faut les encourager. Quand j'avais le temps, chaque fois, je passais, je disais comment ça va, quelle que soit la fonction, il n'y a pas de petite fonction, quelle que soit la fonction, vous allez trouver le bénévole, vous dites maintenant ça va, est-ce qu'on peut changer quelque chose? Il doit se sentir revalorisé. Et on a eu une chance, jusqu'à maintenant, je dis bien, une chance incroyable, que je remercie les bénévoles d'être là. Et puis il faut leur remettre un petit cadeau.
ont donné une veste ou alors un bonnet. Et je me rappelle qu'on est parti de la première Coupe du Monde, chaque année on changeait le bonnet, et en 2004, on a mis la couleur de tous les bonnets avec une ligne qui représentait la couleur de chaque bonnet, celui de 2012, et tout le monde avait du plaisir à porter, et ceux qui portent ce bonnet, ben, je sais qu'ils ont été assez naturellement dans l'organisation des courses du cœur. Revaloriser les bénévoles. Les bénévoles doivent se sentir qu'on a besoin d'eux. Et ça, c'est super important. Et si on travaille dans ce sens-là, je peux vous dire qu'on trouve beaucoup de bénévoles. D'où vient cette idée? Parce que ce bonnet, il est quasiment légendaire dans toute la Suisse. C'est bariolé, mais pas trop bariolé, c'est très particulier. D'où vient l'idée? Qui l'a eu? L'idée, une mission, un secteur, un chef. C'est vrai, vous faites aussi dans le bonnet? Alors, aussi dans le bonnet aussi. Là, on apprend des choses. Je suis un peu déçu que vous m'ayez posé la question. J'ai cru que vous avez compris une mission, un secteur, un chef. Mais c'est pas sur le bonnet. Franchement, je vous voyais pas dans le bonnet. Ben, c'était dans le bonnet aussi. Voilà. Je suis fier de dire, dans les vestes, c'était pas toujours moi, mais dans le bonnet, c'est... Ouais, je vois. Voilà. Ce bonnet, c'est vrai que ça représente quelque chose. Quand je vois, voilà, c'est vrai, c'est vraiment. S'il m'en restait, j'aurais donné à chacun, mais il m'en reste plus. Donc voilà. Une petite dernière question sur le ski alpin. Vous êtes un peu dans la position idéale. Dans 2 ans, ça devrait avoir lieu tout comme il faut. Ça a avancé avec les recours, tout ça. Vous êtes une sorte de ce qui existe dans le Sénat italien. Vous savez, il y a le senatore a vita. C'est celui qui est sénateur toute la vie. Vous êtes président à vie de ces courses de ski, mais vous n'avez plus tellement le côté emmerde. Tout le monde vous reconnaît ce que vous avez apporté, le côté leader dans le ski. Vous êtes vraiment dans la position idéale, donc vous allez pouvoir avoir ces championnats du monde. Vous aurez certainement toutes les places qu'il faut, et vous pourrez profiter pleinement, enfin, juste du ski, et puis de l'après-ski. Alors, là, vous résumez la situation un petit peu... C'est la synthèse. Très, voilà. Non, moi, effectivement, je m'étais fixé 3 objectifs. En 2006, 1, de revenir avec des Coupes du Monde, 2, que ça devienne une classique, et 3, d'obtenir les championnats du monde. Je peux vous dire que les 3 objectifs ont été atteints. Je peux vous dire que pour obtenir les championnats du monde, on a lutté. On a lutté, et il y a 3 choses qui ont fait qu'on a obtenu les championnats du monde. On avait un dossier de Grand Montana qui était absolument remarquable, et j'ai bien aimé faire ce dossier. Pourquoi? Parce qu'il y avait 20 chapitres, et chaque fois 20 questions. Donc on ne partait pas dans toutes les directions, mais il y avait 20 chapitres, et là on répondait. Et notre dossier était de loin le meilleur, et avec un film que vous avez certainement vu, à la fin, où Roger Federer fait l'éloge, venez tous à Grand Montana en 2027. Alors, ceci étant dit, c'est vrai que j'espère qu'une seule chose, et si on s'est battu, si je me suis battu pour avoir les championnats du monde, c'est pour permettre à notre belle jeunesse de revivre ce que nous, on a vécu en 87. Des moments extraordinaires. Et j'espère qu'on arrivera à ce résultat-là. J'espère qu'on aura les mêmes conditions. Et si on a obtenu ceci, que je sois président ou pas, je ne veux pas dire que je m'en fous comme l'an 40, mais c'est à peu près la même chose. Mais si l'Erfurt, les 3 objectifs que vous aviez fixés, vous les avez atteints. Oui. Si l'Erfurt, comme on dit, vous savez, je suis pas le même militaire. Ah oui, vous êtes pas mal. Hein. Ouais, c'est surtout que je suis fort en allemand. On peut récupérer rétroactivement. Non. Voilà, mon vœu le plus cher, c'est qu'on vive des championnats du monde qui ressemblent beaucoup à ceux de 87, en plus moderne. Mais n'oubliez pas que dans une organisation, il y a toujours 2 aspects. Il y a l'aspect course, ça ce sont pour les athlètes et ça c'est capital. Et puis il y a l'aspect à côté festif. Les 2 choses doivent être de pair. Et on doit arriver à faire des championnats du monde. On a tout ici à Grand Montana pour bien faire. On a tout. Il faut simplement qu'on tire tous à la même corde et tous dans la même direction. Mais on a tout pour bien faire. Retenez bien ceci, on a tout. Et il y a une règle que je dis toujours, une règle de conduite. Je vois qu'il y a ceux qui sont dans le comité vont dire on la connaît bien. C'est essayons toujours d'appliquer ici les 3 lettres A, I, P.
Essayons toujours d'avoir une attitude intérieure positive. C'est tellement plus simple. Maintenant, au lieu de dire, ouais, Marius Robire, il nous casse les bonbons depuis 40 minutes, de dire la chance qu'on a d'avoir Marius Robire qui nous bat. Essayez. C'est la modestie des officiers et des enseignants. Essayez de... J'ai pas dit que Romain, là j'ai dit de Marius. J'ai compris. Donc, essayons d'avoir une attitude intérieure positive. C'est pas toujours facile. Je vais vous donner un exemple pourquoi j'essaye d'appliquer, mais j'arrive pas toujours, je reconnais. C'était à l'école. J'enseignais le français, l'orthographe, on faisait une dictée de 500 mots, et puis l'élève faisait 10 fautes, je prends un cas. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait, ouais, mais t'as fait 10 fautes, c'est pas bien. Non, je tournais en positif. Mon cher, t'as écrit 490 mots justes. C'est extraordinaire, la prochaine fois écrit 491, 92 mots. Essayons de toujours tourner en positif. Ce n'est pas évident, mais la vie est tellement plus belle quand on tourne en positif que quand on tourne en négatif. Essayez de faire ça. Mon cher ambassadeur, essaye aussi dans ta vie de faire ça. Quand tu étais officier, tu n'as pas toujours appris. Je parle ça à Raymond Loretan, je vois qu'il est là. Voilà. Je voulais pas le dénoncer. Oui, mais voilà. Merci beaucoup Marius. Comme je voulais poser la dernière question sur le style de conduite et qu'il a eu peur que je ne la pose pas, il l'a donc anticipé et il a répondu à la question qui était la dernière. J'ai pas fini. Ah, elle n'est pas finie. Non, j'ai pas fini. Mais moi j'ai une dernière question. On va faire un test. Je vous donne 1 minute, Marius. 1 minute, que je vais compter, parce que moi j'aime bien faire cet exercice. Je vous donne 1 minute pour me dire quel est le fil rouge de ces étapes importantes, c'est-à-dire l'école, l'armée et le sport d'élite. Qu'est-ce qui a fait que c'était la même personne à travers ces trois mondes qui peuvent être très différents? L'armée, c'est pas le sport d'élite, et l'école, il y a un côté pédagogique. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi dans ces 3 domaines-là, à appliquer la même philosophie? Alors moi, je crois qu'il y a 1 minute. 1 minute. Alors j'ai appliqué la règle des 5 P. La règle des 5 P. Je vais lentement parce qu'il me reste encore 55 secondes. Non, 45 secondes. La règle des 5 P, dans tout ce que l'on fait dans la vie, premier P, essayons de nous comporter comme de vrais professionnels. Le P de professionnel. Que ce soit à l'école, patrouille des glaciers, Coupe du Monde. Le deuxième P, comme un vrai patron. Ce soir, c'est vous, Romain, qui êtes le patron ici. Pas toujours, mais souvent. J'essaie. Le troisième, essayons toujours de rechercher la perfection. Et surtout, les 2 derniers mots, passion et plaisir. Le jour où vous avez la passion, vous avez du plaisir, vous réussirez. Je répète, patron, professionnel, perfection, passion, plaisir. Voilà, ce sont ces 5 P. Il me reste 4 secondes. Non, c'est fini. C'est parfait. Peut-être. Magnifique, Marius. Un grand merci. On va passer à quelques questions de la salle. Bonsoir, je suis Claude Lévy, j'habite à Cran depuis 20 ans. J'adore la montagne, mais je me fais beaucoup de soucis pour l'avenir de la montagne. Le changement climatique nous affecte tous. Je ne fais plus les descentes de poudreuse que je faisais avant au mois de mars et tous les sommets dont la Rosa Blanche dont vous avez parlé. Comment est-ce que vous voyez les choses et le futur sous cet angle-là? Alors, je n'ai pas de solution miracle, mais je suis aussi inquiet comme vous, parce qu'effectivement, j'ai encore passé et traversé le parcours de la patrouille des glaciers dernièrement. Je peux vous dire aussi que je suis en souci. Je n'ai pas de solution miracle. Il faudra voir comment ça évolue. Mais on doit être conscient du problème. On doit être conscient de ce réchauffement, qu'il y aura toujours moins de neige. Mais là, il faudra que seul, on ne peut rien faire. Mais il faudra que tous ensemble, on travaille pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles. Malheureusement, j'ai pas une recette à vous donner, mais je partage alors absolument votre point de vue concernant votre souci sur le réchauffement climatique. Et je suis allé, j'ai vu le Mont Colomb dernièrement, il est dans un état qui est assez lamentable.
Si vous allez sur les glaciers, vous voyez déjà les crevasses très ouvertes et béantes. C'est vrai que c'est un souci. Où j'étais mauvais ou très bon, comme il n'y a pas de question, où j'étais mauvais ou très bon, où tout le monde attend l'apéritif, je pense que c'est un peu ça le problème. Non mais moi j'ai une question. Qu'est-ce qui fait, en fait, en venant ici, après avoir vécu dans des villes, et je suis venu ici et j'étais entouré de personnes, surtout de votre génération, mais qui me donnaient tellement d'énergie, de force. Qu'est-ce qui fait que votre génération n'aura jamais, n'est jamais négative, n'est jamais, alors que vous avez vécu une enfance assez difficile, qu'est-ce qui fait ça? Expliquez-moi s'il vous plaît. Oui. Tu veux répondre, Romain? Non, moi, en ce qui me concerne, quoi, je pense que ça vient de mon esprit montagnard. Et le montagnard a cet esprit qui est là, qui essaye toujours d'être positif, qui essaye toujours de voir l'authenticité, la beauté du paysage, la beauté de ce que l'on a, la mise en valeur du territoire. Pour mon cas, en tout cas, ça vient du fait que j'ai une chance incroyable d'être né ici, de vivre dans une des plus belles stations du monde et de mettre en valeur cette région. Pour moi, c'est certainement ça. Et puis après, l'attitude positive, je vous l'ai dit, l'attitude intérieure positive, elle se travaille. Hein. Mais ne croyez pas qu'ici, sur le haut plateau, tout le monde applique les AIP à la lettre. Hein. Oui, Christophe Bador, médecin à la retraite. Je vous remercie, Monsieur Robir, d'avoir dit que l'évolution actuelle du ski alpinisme de compétition et de la patrouille des glaciers n'était pas dans l'esprit qui était le vôtre. J'avais un doute, je dois le dire, je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais je vous remercie de l'avoir dit parce que moi qui suis un vieux pratiquant de la montagne et de ski de haute montagne, c'est quelque chose que je trouve déplaisant, y inclus avec le réchauffement climatique. Je trouve que les choses sont de plus en plus dangereuses. Ce n'est pas une question que j'ai, c'est juste un merci. Merci, super. Donc je vois qu'on est deux, en tout cas, à partager ce point de vue-là, c'est bien. Vous avez dit, je suis à la retraite, moi je dirais plutôt vous êtes en liberté. J'aime pas tellement le mot retraite, j'aime bien vous êtes en liberté, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, comme moi. Et ce soir j'ai fait un peu comme j'ai voulu, même si Romain était là pour me guider. On a un petit cadeau de Swiss Made Culture avec votre nom gravé sur une de nos ardoises ou de vos ardoises. Voilà une bénévole de plus. Elle n'a pas le bonnet, mais demain je vous l'amène. Et Romain, on ne t'a pas oublié un petit souvenir, toi qui es intellectuel. C'est un livre que tu vas, j'espère, apprécier. Alors dans la vie, vous savez, il faut appliquer le slogan « Servir et disparaître pour mieux réapparaître ailleurs ».